multi-21 is it? Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. C'est l'heure de faire le débrief de l'Indy 500 et qui dit IndyCar dit forcément Clyde Lugy-Belmont. Clyde, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va très bien. Une course dans laquelle il y avait Fernando Alonso et McLaren, donc forcément Louis Matelin est là. Louis, comment vas-tu? Salut à tous, ça va super. Et une course en plus que tu as dû aimer puisqu'un japonais a gagné. On rappelle que ce sont tes chouchous en permanence. C'est vrai que j'aime beaucoup les pilotes japonais aussi, ouais, donc c'était une super course. Effectivement, donc une course remportée par Takuma Sato, le pilote de RAL Letterman Lanigan Racing motorisé par Honda. On en reparlera devant Scott Dixon, pilote Chip Ganassi Racing, et Graham Rahal, pilote lui aussi de RAL Letterman Lanigan Racing. Une course qui s'est terminée sous drapeau jaune. Clyde, que penser de cette édition numéro 104 des 500 miles d'Indianapolis? Malgré que ça a été une édition à huis clos, donc très très spéciale, en plein milieu du mois d'août, normalement on la court en mai cette course, ça a été un vrai kiff de revoir tous les rites, les chansons, les militaires qui font de la parade comme au Memorial Day, etc. Et surtout le commandement, la grille de départ avec 3 rangs à chaque fois. Et de voir ces voitures tourner en rond, faire que des virages à gauche, c'était vraiment un gros kiff. Alors, ça a été une course pas aussi agitée qu'on aurait pu le vouloir, un peu par les premiers tours qui ont été quand même assez nerveux, pas mal de dépassements, mais pas de yellow, pas de drapeau jaune tout de suite. Mais tout de suite une grosse domination de Scott Dixon. C'est vraiment celui qui a dominé la course quasiment jusqu'à la fin. Il a pris la tête dès le premier virage sur Marc Andretti. Marc Andretti complètement transparent sur la course. Autant sur les essais, sur la qualification, il était vraiment là. Autant sur la course, il n'y a plus personne. Et Dixon, il a tranquillement géré son avance avec les yellows, adapté sa stratégie ou non. Et gérer ses potentiels adversaires. Il a même collaboré avec eux, avec Rossi pendant un moment. Ils alternaient en tête l'un et l'autre pour garder un petit peu d'essence. Et on pensait vraiment jusqu'aux peut-être 20 derniers tours qu'il allait remporter cette édition-là haut la main. Mais il y a eu des crashs, il y a eu des yellows, il y a eu des changements de stratégie. Alors assez rapidement, hein, on a eu un crash. Attends que je retrouve ça. James Davison qui sur ennui mécanique, a un gros problème mécanique, oui voilà, les roues en feu, les freins qui ont pris feu tout d'un coup. Marcus Ericsson, le pensionnaire de Chip Ganassi qui a pris le mur, vraiment dommage parce qu'il fait vraiment de bonnes courses en ce moment, il est dans une bonne équipe et il s'est fait surprendre tout simplement. Et on a eu pas mal de petits accidents comme ça en fait où les pilotes savent pas vraiment pourquoi ils ont eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça doit avoir aussi avec les changements qu'il y a eu avec l'aéroscreen, les voitures sont peut-être un petit peu plus sensibles, la fenêtre d'exploitation est peut-être un peu plus réduite et tout d'un coup on va avoir la voiture qui part. C'est arrivé à Conor Daly qui a eu un accident dans le virage 4, ce qui a aussi entraîné l'accident, et c'est un peu dommage d'Oliver Askew qui avait fait jusqu'ici une très très bonne course sur la McLaren. C'est arrivé aussi à Alex Palou qui se plaignait qu'on le voyait moins qu'Alonso alors qu'il était mieux qualifié, là on l'a vu. Et c'est arrivé à la fin à Alexander Rossi qui a fait une très très bonne course aussi, qui était toujours là, toujours dans les bons coups avec Scott Dixon, et l'erreur bête dans les stands où unsafe release, en fait il a été relâché après son arrêt trop tardivement alors que 2 autres voitures arrivaient, dont Takuma Sato si je me souviens bien, et il a eu une pénalité qui l'a obligé à prendre la queue du peloton, et peu après ça en essayant de remonter il a perdu la voiture. Donc pas mal d'accidents comme ça. Mais une course finalement en tête assez tranquille, pas tellement de dépassement en course. On sentait vraiment qu'il y avait des problèmes de rythme, un peu pour tout le monde, à part vraiment le groupe de tête, que personne n'a réussi à trouver tout à fait son rythme idéal, surtout pour les moteurs Chevrolet, où on les a parfois vus un petit peu en verve, hein. Patricio Ward a été quand même pendant un moment aussi dans mon esprit un prétendant à la victoire, puis tout d'un coup il est rentré
Il est rentré dans le rang et ça c'était assez bien expliqué par Alonso en refaisant un petit peu sa course, qui disait sur certains relais on avait un bon rythme, sur d'autres relais c'était un peu moins bien. Alors Alonso, course assez transparente pour lui, même si au départ il avait réussi à bien remonter quand même, mais il y a eu un problème d'embrayage qui a complètement ruiné la fin de sa course, c'est vraiment dommage. Mais on sentait ces problèmes de rythme un peu pour tout le monde. Et puis sur les 20 derniers tours, donc on pensait que c'était fini, que Dixon allait gagner. Rossi avait été éliminé de la course de tête, Rahal, Sato était un petit peu plus loin, Howard était rentré dans le rang. On pensait pas que Newgarden c'était un peu le seul Chevrolet qui a vraiment réussi à remonter, allait réussir à remonter aussi loin. Et Sato a fait le move. Et après un yellow, il a fait le mouvement pour passer Dixon au bon moment. Et tout de suite, il s'est créé une avance. Il ne s'est pas dit je vais garder un peu d'essence, je vais collaborer avec Dixon jusqu'à la fin. Non. Il a pris son avance parce qu'il avait en tête justement ce petit groupe un petit peu plus loin de retardataires qu'il allait devoir dépasser. Et pour moi, ça l'a beaucoup aidé. J'étais pas inquiet en le voyant rattraper ses retardataires parce que il s'était pris suffisamment d'avance pour que Dixon ne le rattrape pas trop. Alors j'ai appris ensuite que Sato, pendant qu'il était en train de faire ça, en fait, il était en train de sauver de l'essence aussi. Et il s'est retrouvé à la merci de Dixon à la fin en ayant un mélange d'essence moins riche. Alors il faisait un changement d'option sur l'essence. Il avait le choix entre une essence moins riche ou une essence plus riche. Sauf qu'une essence plus riche, évidemment, c'était plus de consommation. Donc pour garder Dixon derrière lui, Sato, il mettait la plupart de son tour avec le mélange le moins riche. Il attendait que Dixon le rattrape dans le virage 4 et là il remettait le mélange le plus riche. Il avait réussi, on l'a bien vu, il y a même eu les commentateurs étaient un peu alors est-ce qu'il a bloqué, est-ce qu'il a fait un mouvement en réaction? Non, il a regardé la course de l'année dernière avec Pagenaud qui a fait la même chose. Il s'est décalé dans la ligne droite suffisamment tôt pour que ce soit pas un mouvement en réaction, ce qui est interdit, mais suffisamment tard aussi pour que Dixon ne puisse pas le passer. Et donc il a fait ça pendant quelques tours, comme ça, jouer avec l'essence. Il n'était pas sûr d'arriver jusqu'à la fin quand même, donc jusqu'à toute fin on avait Dixon mais vraiment au cul de Sato pour prendre la victoire au bon moment. Et le dernier yellow. Vraiment là, pas de chance pour Dixon. Je pense que Sato serait resté devant, mais quand même le dernier Pigot qui se sort à 6 tours. 6 tours. Je vérifie. 6 tours de la fin. Non, ouais. Oui, c'est ça, à 6 tours de la fin. Et la course n'est pas repartie. Ils n'ont pas pensé qu'il y avait suffisamment de tours pour éventuellement arrêter la course, faire un drapeau rouge, ce qui avait été craint un petit peu, et repartir pour 5 tours en vert. Non, ils ont fini la course au drapeau jaune, ce qui a donné cette super victoire pour moi à Sato. Effectivement, ouais. Alors, la course n'a pas repris aussi puisque l'accident de Spencer Pigot se passe sur le muret d'entrée des stands, un endroit où pour remettre en place il faut énormément de temps. Donc c'était soit faire un drapeau rouge et refaire pour 3 tours, soit terminer la course sous drapeau jaune, ce qui a été, je pense, plus sage étant donné qu'il n'y avait pas de spectateurs. D'ailleurs, je reviens juste là-dessus très vite fait, mais souvent les pilotes d'IndyCar disent qu'à Indy 500 ils sont obligés de prendre en compte le flux de spectateurs présents dans l'enceinte pour les réglages aérodynamiques. Et je me demande si ça n'a pas joué, le fait que ça soit à huis clos, pour toutes les petites erreurs qu'on a vues, notamment celle de Pigot, celle de Alexander Rossi qui se déporte en sortie de virage. Si c'est pas ces changements de réglage entre les Indy 500 plus classiques et celui-là à huis clos qui a fait ces petites erreurs de réglage pour les pilotes. Je sais pas. C'est vrai que hier, j'ai pas vu beaucoup de pilotes parce que souvent les accidents à l'Indy 500, c'est en fait les pilotes qui sont un petit peu trop hauts dans le virage et qui prennent les marbles, les restes de gomme qui restent sur la piste. Il y a beaucoup moins d'adhérence, ça glisse beaucoup plus et ils se retrouvent automatiquement dans le mur. Là, c'était plutôt, ils perdaient la voiture aérodynamiquement avant de rentrer dans cette zone-là. De toute manière, c'est tout à fait possible, puisque effectivement, c'est les voitures qui sont réglées tellement sur le fil du rasoir, et les pilotes sont en permanence sur le fil du rasoir, que la moindre petite perturbation, la moindre petite erreur, le moindre petit décalage à l'entrée de virage, en général, ça se termine dans le mur. Effectivement, ouais.
Alors Louis, est-ce que toi, la victoire de Sato, tu l'as vu venir au fil de la course, ou est-ce que comme tout le monde, tu as été un peu bluffé par cette prise de pouvoir après le yellow aux 3/4 de la course? J'ai été un peu bluffé par Takuma Sato qui s'est vraiment posé ici en grand leader et vraiment il a un peu assommé la course sur ce dépassement parce que effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dixon était très très rapide et pour moi il semblait vraiment maîtriser la course de bout en bout et je m'attendais vraiment à ce que Dixon reste en tête jusqu'en fin de course. Et c'est vrai que Sato avait une bonne voiture, il a très bien roulé et puis il s'est imposé. Logiquement j'ai envie de dire. Voilà, et logiquement, même si on a craint lorsqu'il est revenu sur le retardataire que Dixon revienne sur lui, mais il avait creusé une telle avance, il y avait quasiment 1 seconde 8 d'avance qui à Indy est un boulevard, que ça lui a permis de faire ce déplacement salvateur, et une fois qu'il y avait une voiture entre lui et Dixon, c'était quasiment fini. Alors revenons sur Takuma Sato avec toi Louis. Si on revient 10 ans en arrière, est-ce qu'on aurait cru que Takuma Sato serait aujourd'hui double vainqueur de l'Indy 500? C'est quand même assez dingue. C'est effectivement assez dingue. Takuma Sato, c'est un pilote qu'on connaît bien en Europe, parce que je rappelle quand même qu'il a été pendant très longtemps en Formule 1, pendant plusieurs années, notamment avec l'écurie Baronda, puis avec l'écurie Super Aguri. Notons qu'il avait signé un podium avec Baronda en 2004, et je te le donne en mille, c'était à Indianapolis justement. Mais effectivement, il a rejoint ce championnat d'IndyCar en 2010. Donc il y a 10 ans, tu parlais de ce qui se passait il y a 10 ans, mais effectivement il a rejoint ce championnat il y a 10 ans, mais il a assez vite été un bon pilote, puisque dès sa deuxième saison, en 2011, il signe 2 pôles, donc il montre qu'il est très rapide. Il signe sa première victoire en 2013, et puis surtout là il s'est vraiment révélé être un des top pilotes de championnat sur ces 3-4 dernières années, avec une première victoire à Indianapolis en 2017, si je ne dis pas de bêtises, et puis... oui, tout à fait. Donc avec Andretti, qui était la meilleure équipe à cette époque, et puis cette année avec le RAL Letterman Racing, qui est une bonne équipe, mais pas un top team comme on pourrait se l'imaginer. Donc oui, Takuma Sato, qui a quand même une carrière un peu chaotique, un grand espoir japonais en Formule 1, et qui finalement s'est retrouvé un peu sans volant, est revenu aux États-Unis un peu par hasard, ou presque par hasard en tout cas, et puis il a fait une excellente carrière aux États-Unis. Et puis surtout, il y a quand même un chiffre que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il gagne ses 500 miles d'Indianapolis. Il a 43 ans, donc ça prouve qu'on peut être encore très performant en monoplace et sur des gros championnats après 40 ans. Et finalement, c'est un bon message d'espoir pour Fernando Alonso pour le futur. Effectivement, ouais. Et puis Takuma Sato, en parlant de Fernando Alonso, qui a gagné les 2 fois où Fernando Alonso est venu à Indy 500. Donc peut-être qu'on espère 2023-2024, quand Alonso aura terminé son 3e même arc F1 avec Renault, peut-être une nouvelle victoire de Takuma Sato à ce moment-là. Clyde, toi qui es un suiveur régulier de l'IndyCar, on va revenir sur un chiffre. Honda a mené 180 des 200 tours de cette Indy 500. Honda place 4 voitures dans le top 4. La première Chevrolet, 5e, c'est celle de Joseph Newgarden. C'est pas n'importe qui quand même, c'est un pilote du team Penske. Est-ce que on s'attendait à une telle domination de la part de Honda sur cette Indy 500? Moi, je pensais que ce serait un petit peu plus équilibré sur la course. Les qualifications, c'était clair qu'Honda avait le meilleur package avec le turbo qualification. Mais je pensais que ce serait quand même un petit peu plus équilibré sur la course, et en fait non. Honda a vraiment fait un énorme travail, parce que ils avaient eu des problèmes il y a quelques années, c'était moins performant. Et ils ont collaboré avec 2 grandes équipes, Andretti et Ganassi. Ça a peut-être pu les aider aussi à reprendre un peu du poids de la bête. Mais vraiment gros travail de Honda sur la course, c'est vraiment impressionnant. Les pilotes Honda ont eu moins de problèmes de rythme justement que les pilotes Chevrolet. On sentait que les pilotes Chevrolet avaient un peu de mal avec leur rythme. Ouais, c'est vrai que à part Pat Howard dont on parlait en off, qui avait l'air plutôt bien placé, pour les autres pilotes Chevrolet ça a été très très compliqué. Et les pilotes Chevrolet qui ont mené des tours, on va pas dire que c'est par hasard, mais c'est plutôt pendant les phases de rotation demi-course où les leaders s'arrêtent au stand un peu en décalé, qu'on a vu ces Chevrolet aux avant-postes, notamment celle d'Oliver Askew. Et ça me permet de me retourner vers toi Louis, on a vu les rookies pas mal en vue lors de cette Indy 500. On parlait de Oliver Askew, de Pat Howard,
on avait Rinus VeeKay et d'autres, on les a vus assez il y avait 5 rookies au départ, à savoir donc Pat Howard qui termine 6ème, Rinus VeeKay, Alex Palou, Oliver Askew et Dalton Kellett. Et effectivement, à part Dalton Kellett qui est un peu un inconnu en fait pour nous tous, et qui est probablement pas un grand pilote, tous ces rookies ont bien performé, on les a vus aux avant-postes, ils ont été dans le rythme, ils ont vraiment pas été ridicules. Après c'est vrai que je pense que pour Rinus VeeKay, Alex Palou et Oliver Askew, il a manqué probablement un peu d'expérience là où ça comptait, puisque notamment Askew et Palou ont fini dans le mur. Pour VeeKay, il y a eu une erreur au stand, et puis à partir de là sa course était vraiment hypothéquée. Mais en tout cas, Pat Howard qui est très jeune, alors c'est sa 2e saison en IndyCar, même si c'était ses premières 500 miles d'Indianapolis. Pat Howard a été très convaincant. Ça prouve aussi que la McLaren était capable de terminer dans le top 10, puisqu'il pilotait une McLaren. Mais effectivement, je trouve que ces rookies ont été plutôt convaincants, et avec un peu plus d'expérience, tous ces garçons-là, VeeKay, Palou, Askew, à mon avis, on va les revoir aux avant-postes. Ah, complètement. Effectivement, ouais. Et puis on parlait de Askew, c'est vrai qu'il se fait un peu piéger lorsque Connor Daly part dans le mur, et on voit que c'est là où c'est ainsi un rookie, c'est que il y a des pilotes entre lui et Connor Daly, mais ces pilotes-là restent à l'extérieur, foncent, quand lui ne sait pas trop comment éviter et part à l'intérieur, ce qui l'amène directement dans le mur. Bon, ça s'apprendra avec l'âge, il est tout jeune, Alex Palou est tout jeune, Rinus VeeKay est encore plus jeune et est encore moins expérimenté que ces gars-là. Donc il y a bon espoir d'avoir une nouvelle garde pour toute la saison d'Indy et pas seulement pour l'Indy 500. Si on parle par contre d'un vieux loup de mer qui était pourtant seulement à ses 2e Indy 500, c'est Fernando Alonso, qui a eu beaucoup de problèmes, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de pit stops, plus que le vainqueur Takuma Sato, des problèmes d'embrayage, vous me dites si je me trompe messieurs, mais je crois que c'est des problèmes d'embrayage sur la McLaren qui a obligé l'équipe à la faire redémarrer manuellement après chaque pit stop. Donc déjà quand on fait 2 de plus que les autres c'est compliqué, mais quand en plus tu perds du temps à chaque pit stop, ça devient très compliqué. Une question très simple, et c'est une question d'ailleurs à laquelle Louis va répondre, puisque c'est Louis qui l'avait posée en interne sur notre chat de la rédaction. Fernando Alonso, ça fait 3 fois qu'on le voit à l'Indy 500. La première fois c'était avec une voiture très performante et il avait mis le feu et tous les Américains étaient tombés un peu in love de Fernando. Les 2 fois suivantes c'était avec McLaren de façon désastreuse l'an dernier, on en avait parlé, et cette année avec Sam Schmidt, Peterson Motorsport et McLaren, leur alliance. Est-ce que Penske, qui à la fois l'IndyCar, à qui appartient l'IndyCar et qui a aussi une écurie, n'a pas intérêt à faire courir Fernando Alonso chez eux ou le placer chez une écurie très performante pour la vision de l'IndyCar à l'international? Ouais, tu vois, c'est vraiment la question que je me posais. Et Roger Penske, c'est quelqu'un qui aime la course et qui veut faire la course, il est là pour ça, mais c'est aussi et avant tout, je pense, un businessman. S'il peut faire de la course au niveau où son écurie se situe, c'est aussi et avant tout parce qu'il avait fait fortune dans le transport routier bien avant, dans les années 60-70. Et donc c'est vrai que Roger Penske, qui détient le circuit d'Indianapolis, donc qui organise les 500 miles d'Indianapolis, il détient aussi le championnat d'IndyCar et il détient cette écurie Penske qui porte son nom, qui est, je le rappelle, quand même un top team. C'est vrai que Simon Pagenaud, par exemple, chez Penske, on l'a pas trop vu là sur ses 500 miles, mais il a déjà gagné cette année sur Oval, donc ça prouve que les Penske sont capables de gagner sur Oval. Et d'ailleurs, c'est probablement le team Penske, c'est probablement le seul team motorisé par Chevrolet qui est capable de gagner des courses régulièrement cette année. En tout cas, sur cette très bonne dynamique Honda, c'est les seuls à réussir à aller gêner un peu les teams motorisés par Honda. Et quand on sait le passif qu'il y a avec Honda et Alonso, et qu'on sait que finalement, je pense que jamais plus Honda n'acceptera de motoriser Fernando Alonso, on peut se dire que... Oui, c'est peu probable. Je sais pas. Tu penses pas, tu penses qu'il peut... Moi, la question que je me posais l'année dernière, puis cette année, quand justement Honda n'était pas trop chaud à ce qu'Alonso vienne, je suis pas sûr que ce soit tellement par rapport au passif de l'époque McLaren que le fait que Alonso a piloté l'année dernière, l'année d'avant et au début de cette année pour Toyota. Je pense que ça a peut-être plus joué à la limite. Parce que effectivement il y avait des rumeurs de Andretti qui avait scellé un deal justement avec Alonso pour cette année, et que Honda avait mis son veto au tout dernier moment, un peu avant l'officialisation prévue, et du coup Alonso avait dû se rabattre sur McLaren.
Mais bon, effectivement, pour l'instant, un moteur Honda dans le dos d'Alonso, c'est complètement proscrit. Mais on sait que d'un point de vue pour le businessman justement qui est Roger Penske, avoir un Fernando Alonso qui est quand même un pilote mondialement connu et mondialement suivi, dans une voiture capable de jouer la gagne à Indianapolis, ça va amener un coup de projecteur énorme sur la course et sur le championnat. Et donc, du point de vue du businessman, ce serait excellent d'avoir Alonso dans une Penske. Alors maintenant, est-ce que Roger Penske voudrait prendre le risque? Est-ce que Roger Penske voudrait financer Alonso? Est-ce que d'un côté, en finançant une voiture, il va à mon avis récupérer cet argent-là, de l'autre côté en exposition médiatique? Donc quelque part, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour Roger Penske de financer une voiture pour Alonso, une top voiture au moins pour Alonso, pour qu'il soit aux avant-postes et pour mettre un peu le feu à cette course. Faut voir aussi que Penske, enfin jusqu'ici, Penske en général, quand il amène ses voitures, c'est pour toute la saison. Il y a 3 voitures en gros sur toute la saison: Power, Newgarden, Pagenaud. Et pour l'Indy 500 ces dernières années, il a amené une 4e voiture pour Castroneves, qui est un peu le pilote Penske par excellence. Mais cette année, c'est la dernière année. Castroneves, normalement, ne reviendra plus avec Penske en IndyCar. D'ailleurs, Castroneves cherche un volant à plein temps et pas chez Penske. Donc, est-ce que c'est pour libérer la voiture pour quelqu'un d'autre, de peut-être plus médiatique, qui serait peut-être plus performant que Castroneves, qui est quand même moins dans le coup ces dernières années? Ou est-ce qu'il veut juste se concentrer sur ces 3 voitures et pas non plus trop se disperser? À voir. Pardon, oui, mais moi je donnerais un conseil à Roger Penske, reprendre Castroneves pour 2 saisons complètes, et justement comme ça avoir le baquet bien chaud encore lorsque Alonso sera disponible. C'est ça, ouais. Tu voulais ajouter Clyde là-dessus? Ouais, à mon avis, Alonso a encore ses chances chez Andretti. Il faut voir comment ça se goupille avec Honda, qu'ils oublient un peu à l'époque McLaren, que Toyota aussi soit oublié. Je pense que c'est surtout ça. Mais Andretti voulait vraiment avoir Alonso. Je pense que ça leur a fait mal au cœur que ça se soit pas fait. Mais je pense que chez Andretti, ils ont encore un très bon souvenir du passage d'Alonso chez eux en 2017. Ouais. Et je pense aussi que Andretti, à mon avis, c'est pareil. Et je pense que d'un point de vue business, il est pas idiot non plus. Et qui sait qu'un Fernando Alonso qui remporte la triple couronne au volant d'une monoplace Andretti, ça va mettre, pareil, un gros coup de projecteur sur son écurie. Et ce serait très très bon pour les affaires aussi. Et puis en plus, chez Andretti, à part Rossi, des pilotes qui sont et Ryan Hunter, des pilotes qui sont en capacité de remporter l'Indy 500 tout de suite, il n'y en a pas forcément. Marco Andretti, on connaît les limites. Ouais. Zach Veach, c'est pareil. Donc ça serait peut-être intéressant d'avoir Fernando Alonso, effectivement. Si on parle des coups de cœur, on a parlé un peu de Takuma Sato. C'est ton coup de cœur, Clyde, forcément, le vainqueur. Je te laisse nous en parler très rapidement encore. Sato, il était tout dans le ring depuis le départ, très bien qualifié, mais on l'a pas tellement vu. Il attendait son heure, il a laissé les gars défiler devant, derrière Dixon, Rossi, Howard, Askew un petit peu. Mais c'est vraiment ce qui m'a bluffé, c'est qu'à la fin, tout d'un coup, on l'a vu. Il était tapis derrière, puis tout d'un coup, il est entré dans la lumière, il a fait son dépassement et il est resté devant jusqu'à la fin, même avec des conditions un peu compliquées. Et ça m'a vraiment bluffé. Ça m'a montré qu'il a une science de la course qui est pas celle qu'on avait forcément vue avant. On l'appelait Crazy Takuma avant. Où je me souviens de Ross Brown qui disait tel pilote a fait une Sato. C'était ces dépassements incroyables depuis la moitié de la ligne droite. Il arrivait à passer parfois sur le freinage. Mais non, Sato, c'est vraiment un pilote qui a bien mûri et ça s'est vu sur cette course. Il a construit sa victoire, mais on l'a pas vu venir. Effectivement, ça a été une surprise des derniers instants, mais c'était du coup une très belle victoire de Takuma Sato. Louis, ton petit coup de cœur sur cette course? Alors j'aurais pu dire Scott Dixon, qui a été très consistant, très solide sur toute la course, et d'ailleurs qu'il a été sur tout le championnat, et à mon avis qui sera très très difficile à battre au championnat. Mais moi j'ai envie de mettre, alors plus qu'un coup de cœur, mais je dirais un bon point, voire même un sucre pour Santino Ferrucci, qui termine 4ème. Il a que 22 ans, Santino Ferrucci, donc s'il continue à être aussi bon que ça et régulier, on va le voir pendant de nombreuses années. Puis il faut pas oublier Santino Ferrucci, que c'est un pilote qui a couru en Europe, en GP3 Formule 3, puis en GP2 Formule 2, je ne sais plus à l'époque voilà exactement quelle était la dénomination du championnat, mais c'était un peu une tête brûlée. Il avait fait un peu n'importe quoi, il était pilote d'essai chez As, et puis il avait tout perdu parce qu'il avait eu des déclarations très très virulentes, à la limite du racisme
etc. Donc c'était quand même pas très chouette. Et alors que tout le monde dans ces cas-là fait de tas d'excuses et passe à autre chose pour conserver son volant, lui il avait envoyé tout le monde péter. C'était vraiment très idiot de sa part. Et il avait perdu son volant en Formule 2, il avait perdu son poste de pilote réserviste chez Haas. Et finalement, lui aussi semble avoir un peu mûri et là, voilà, en IndyCar, il semble s'épanouir. Et écoute, s'il est sur la bonne voie, tant mieux pour lui. Effectivement, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que c'était un pilote qui avait un sacré coup de volant, mais qui pour l'instant a un peu trop d'eau dans la tête pour pouvoir performer à haut niveau. Ouais, c'est exactement ça. Je vais terminer avec mon petit coup de cœur. Moi, ça sera un autre pilote qui est passé par l'Europe, c'est Alexander Rossi. Alexander Rossi, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2016, bien évidemment, c'était ses premières 500 miles. Pilote qui a fait 5 Grands Prix de F1 et pilote qui, après 5 courses aux 500 miles d'Indianapolis, même si cette année il termine dans le mur, a mené des tours à chacune des courses. Il a terminé premier, puis 7e, puis 4e, puis 2e. C'est un pilote qui est chaque année excellent à Indianapolis. Alors Clyde pourra nous dire qu'il est aussi très très bon pour la saison, parce qu'il a fait 2 fois podium final ces 2 dernières années avec Andretti. C'est devenu le pilote de pointe d'Andretti pour se battre pour le championnat. Il a pris d'ailleurs la place de Marco Andretti dans l'équipe. Effectivement, voilà. Marco Andretti qui est un peu dans une écurie, je ne sais pas si on peut dire satellite pour l'IndyCar, mais oui, c'est ça. Oui, voilà. Andretti s'est associé avec Herta pour faire courir Rossi justement. Et Rossi était tellement bon qu'ils ont fait le swap. Rossi est maintenant dans l'écurie principale et Andretti dans l'écurie en collaboration avec Herta. Et voilà. Et donc, et moi j'aime tellement le voir à Indy. J'ai l'impression qu'il a compris cette course comme peu de pilotes. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour être devant cette course au bon moment. Il est devant au départ, il est devant à la fin de la course. Alors cette année on ne l'a pas vu à la fin de la course, mais chaque année il est devant au moment stratégique, au moment où tout le monde se bat un petit peu pour rien. Lui il laisse couler et vers les places 7, 8, 9, enfin, il est super intelligent dans sa façon de courir Indy. Il a trop bien compris cette course et il est super jeune, quoi. Il a même pas 30 ans, donc il a encore peut-être 10 ans d'Indy devant lui. Et chaque année, je pense que je vais regarder cette voiture. Je ne sais pas si chaque année elle sera bleue et jaune, mais je regarderai la voiture d'Alexander Rossi à l'Indy 500 parce qu'il me fait trop plaisir dans sa façon de courir cette course mythique. Voilà, c'est nos petits coups de cœur pour terminer. On rappelle Takuma Sato, grand vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2020. Merci beaucoup Clyde, merci beaucoup Louis d'avoir fait la review de cette course et d'avoir parlé de tout ce qui s'est passé dans cette course avec moi. C'était super sympa. Merci à toi. Le plaisir est partagé. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, on espère que cette année, on pourra enfin faire le bilan de fin de saison de toute la saison d'IndyCar. Ça devrait normalement être le cas. Donc pour l'IndyCar, on se retrouve à ce moment-là. Mais bien évidemment, on se retrouve pour le reste du sport automobile très bientôt sur Multi21 et sur multi21.fr. N'oubliez pas. Messieurs, à la prochaine. Salut. À bientôt.